Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce débat entre Jérémy Perret et Lee Nguyen Wang. Mes deux invités du jour sont des experts en sécurité de l'IA, mais ils ont quelques points de désaccord qu'on va essayer de clarifier. Le but d'aujourd'hui va être d'essayer d'expliciter ces différents points de vue sur les risques de l'IA et puis les solutions qu'on peut aussi leur trouver, histoire qu'on puisse y voir un peu plus clair. Mais avant tout, peut-être Jérémy, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Bien sûr. Donc moi c'est Jérémy Perret, docteur en intelligence artificielle. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à la sûreté, à la gouvernance et aux problèmes de l'alignement de l'intelligence artificielle. J'ai participé à quelques projets de recherche, écrit quelques articles, publié quelques vidéos, et je m'y intéresse toujours parce que le problème n'a pas disparu. Fantastique. Lé, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Lee Nguyen Wang, donc docteur en mathématiques, et puis je me suis intéressé un peu, après ma thèse, à beaucoup plus des questions d'apprentissage, où ça a commencé à exploser, donc il y a à peu près 8-9 ans. Maintenant, je suis entrepreneur en cybersécurité, mais je fais encore de la recherche sur les questions notamment de gouvernance des systèmes d'intelligence artificielle. On peut quand même dire donc que tu as une association qui s'appelle Tournesol, une entreprise qui s'appelle Kelikarpa, et puis la chaîne YouTube Science for All aussi, qui t'a fait bien connaître du grand public. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet avec le premier désaccord que j'ai identifié, c'est quel risque finalement de l'intelligence artificielle est le plus préoccupant. Donc, en gros, pour résumer, les défend qu'il s'agit plutôt des risques liés aux algorithmes de recommandation, donc les algorithmes qui sont sur les réseaux sociaux, qui choisissent ce qu'on va voir sur YouTube, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. On aura l'occasion d'expliciter un petit peu plus ça. Là où Jérémy est plus inquiet des risques de perte de contrôle, on pourra aussi expliquer de ce dont il s'agit. Donc, déjà, avant, pour que tout le monde soit au point, je vais vous laisser environ 2-3 minutes chacun pour expliquer rapidement ces risques et pourquoi est-ce qu'il vous semble particulièrement important. Donc, Lé, je te laisse commencer. Ouais, pour parler des risques d'intelligence artificielle de recommandation, en fait, il y a plusieurs courbes qu'on peut regarder sur l'état du monde, et donc par exemple la santé mentale à travers le monde, l'état des démocraties. Et en fait, on observe vraiment qu'il y a eu un changement de phase d'une certaine manière autour de 2012, 2013, 2014, qui correspond vraiment à l'adoption massive des réseaux sociaux, qui sont aussi les lendemains des printemps arabes. Et un peu partout dans le monde, on observe une augmentation des tensions en interne, en externe, en géopolitique de façon générale. Donc ça prédate le Covid. Bien sûr, les algorithmes de recommandation ne sont pas la seule explication. Il y a beaucoup d'autres phénomènes en jeu. Mais il y a quand même beaucoup de raisons de penser que l'espace numérique, de façon générale, est l'une des raisons d'une dégradation, à mon sens, absolument terrifiante des démocraties à travers le monde. Le meilleur argument que j'ai pour ça, c'est Taïwan. Taïwan, c'est le seul pays qui, en 2014, a connu un mouvement pro-démocratie, le mouvement des tournesols, qui en plus était vraiment infiltré, j'ai envie de dire, par beaucoup de geeks, beaucoup de gens qui se rendaient compte de l'importance de l'espace informationnel numérisé, mais l'espace informationnel de façon générale. Et ils ont mis en place toutes sortes d'outils pour gouverner l'information de façon beaucoup plus démocratique, pour augmenter la transparence et la vérifiabilité des décisions des gouvernements. Et toute cette opération sur le numérique a fait que Taïwan, au cours des dernières années, c'est le seul pays qui s'est renforcé démocratiquement, radicalement en tout cas. Ils sont passés d'une démocratie défectueuse, qui avait pas mal de corruption avec le gouvernement chinois notamment, à aujourd'hui une démocratie modèle, avec une confiance du peuple envers son gouvernement, qui est extrêmement rare ailleurs dans le monde. Et malheureusement, ailleurs dans le monde, il y a une inattention à l'espace, au cyberespace, à l'espace informationnel. Et malheureusement, à travers le monde, on observe le déclin des démocraties, l'augmentation des tensions en interne dans chaque démocratie, l'augmentation des tensions à l'externe, géopolitique, et malheureusement, on en voit déjà beaucoup de conséquences tragiques, des génocides, des guerres à travers le monde, et puis en déclin des démocraties avec beaucoup plus d'autoritarisme. Il y a aussi tout un aspect, disons, sentimental de la population. Et puis, est-ce que donc pour toi, effectivement, toutes les choses que tu as citées sont liées aux algorithmes de recommandation, au moins en partie. Quel est le scénario un peu catastrophe qui pourrait se passer peut-être dans les prochaines années pour qu'on comprenne vraiment l'ampleur que ça pourrait prendre si on régulait pas bien ces algorithmes? Ouais, je pense qu'on est déjà sur la voie, malheureusement. Je pense qu'il y a même 2 ans, 3 ans maintenant. Si on parlait de Troisième Guerre mondiale, ça paraissait encore de la science-fiction.
Aujourd'hui, le mot Troisième Guerre mondiale est quelque chose qui a régulièrement discuté, y compris dans les médias mainstream, comme un grand risque. Et malheureusement, voilà, 2024, c'était une année avec beaucoup d'élections. C'est une année, on est encore en 2024. Il y a encore une grande élection qui approche son bout du nez. Et on se rend compte les enjeux à chaque fois. Aujourd'hui, les élections américaines, par exemple, prendre cet exemple, on se rend compte, enfin, on sait tous que c'est un enjeu planétaire et que l'issue de cette élection va avoir des conséquences à l'échelle planétaire. En particulier, il y a un risque d'exacerbation des tensions, un risque de Troisième Guerre mondiale, avec tout ce que ça implique en termes d'utilisation à la fois d'armes potentiellement nucléaires, de cyberattaques de masse. On a vu ce qui s'est passé au Liban. C'est presque mignon par rapport à ce qui pourrait arriver. Peut-être qu'on va en dire quelques mots plus tard. Mais voilà, tout genre de risque, à mon sens, est vraiment déjà très présent dès aujourd'hui. Et malheureusement, dans une trajectoire où ça s'amplifie d'année en année. Tout à fait. Et du coup, Jérémy, à ton tour, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le risque qui te paraît le plus important ? Donc, tu as mentionné une perte de contrôle. Le risque tel que je le décris vient de ce qu'on essaie de faire avec l'intelligence artificielle. Le domaine de l'intelligence artificielle essaie depuis longtemps de reproduire ce que font les humains, les tâches que font les humains, soit pour les assister, soit pour faire des choses que ne peuvent pas faire les humains, calculer plus vite, avoir plus de mémoire. Et mon problème, c'est que je considère, et d'autres gens, que créer des machines qui sont plus compétentes que des humains pour réaliser des plans dont les humains anticipent très mal les conséquences est une mauvaise idée. Et ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes en bonne voie pour créer des machines, des systèmes d'intelligence artificielle qui sont effectivement plus compétentes que les humains et qu'on les déploie sans mesure de sûreté qui pourraient garantir les bonnes conséquences. Plus concrètement, ces problèmes étaient relativement théoriques. On a la possibilité théoriquement d'avoir des machines qui prennent le contrôle de ressources informatiques, qui vont essayer de prendre le contrôle de centrales de production d'énergie, d'essayer de capter plus d'énergie, plus de ressources, d'embaucher des humains pour faire de plus en plus de choses, parce qu'on leur a demandé de faire de plus en plus de choses. Mais aujourd'hui, le facteur limitant, c'était que les machines ne sont juste pas assez compétentes pour faire ça. Donc ça restait un problème théorique jusqu'à à peu près, comme Lél disait, le point d'inflexion à 2012-2013, mais là, c'était pas les réseaux sociaux, c'était d'un coup les nouvelles méthodes de machine learning, de deep learning, d'apprentissage profond se mettent à mieux marcher, parce qu'on tire parti de plus de données, plus de puissance de calcul, plus d'investissement aussi, et plus d'intérêt du marché par, d'un coup, toutes ces machines qui peuvent résoudre des problèmes que les humains ont maintenant et ont l'air de faire bien. Et la tendance à cette accélération continue depuis une dizaine d'années. On voit des systèmes qui sont de plus en plus compétents, de sorte qu'aujourd'hui, on a des alertes. Genre, par exemple, a-t-on des machines qui peuvent aider, je sais pas moi, des bioterroristes à planifier une attaque? Ce genre de compétences, qui n'étaient que de la science-fiction auparavant, qu'on n'espérait pas arriver avant plusieurs décennies, le problème théorique est là et il semble de plus en plus concret maintenant, hélas, et c'est ça qui m'inquiète. Le risque de perte de contrôle tel que je le vois aussi, j'ai l'impression que c'est que la plupart des géants de la tech essayent aujourd'hui de créer des IA de niveau humain ou surhumaine dans quasiment toutes les tâches et qui disent qu'ils peuvent y arriver dans les prochaines années, donc dans un timeline, avec une timeline relativement courte. Et il y a quand même un champ de recherche qui s'appelle la sécurité de l'IA, qui existe depuis plus de 15 ans, qui est reconnu, etc. Et qui dit grosso modo que si on crée ces systèmes actuellement, on ne sait pas les contrôler et on va tous mourir. Il y a des scénarios qui disent on va tous mourir parce que si on continue, si on prend une machine qui prend toutes les ressources de la Terre sans regard pour les humains, les humains ne sont plus dans le tableau. C'est un des scénarios. Mais que l'impact soit existentiel, littéralement, aller jusqu'à l'extinction ou catastrophique,
des centaines de milliers, des millions de morts, le problème de sûreté reste autant négligé. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des entreprises qui sortent des systèmes d'IA qui n'ont pas de mesures de sûreté, ce que je considère personnellement comme irresponsable, et on n'est pas rendu. C'est-à-dire que la recherche scientifique nécessaire pour aboutir à des solutions techniques de sûreté va nécessiter beaucoup plus de temps. Du temps, on pensait que justement on est allé avoir quelques décennies, et pour des problèmes aussi abstraits et théoriques et fondamentaux, c'est court. Et maintenant que tu mentionnes des délais qui se raccourcissent en termes d'années ou même de moins de décennies avant qu'on ait des problèmes beaucoup plus graves que prévu, c'est vraiment très court. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Peut-être quelque chose qui est important à préciser à ce moment-là, c'est que je pense que nos deux invités ne sont pas contre à quelque part les risques des autres. Je pense que tu approuves le fait qu'il peut y avoir un risque tel que l'a décrit Jérémy, et à l'inverse, Jérémy, tu approuves les risques d'y parler. C'est plus une question de priorisation. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le devant de la scène, et notamment du coup à quoi est-ce qu'il faut porter attention, à qui est-ce qu'il faut donner de l'argent pour résoudre tout ce bordel. C'est un peu ça la question qu'on se pose. Donc c'est ça la question que j'ai envie de vous poser finalement, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que votre risque est prioritaire par rapport à celui de l'autre? Peut-être Jérémy, est-ce que tu veux commencer Alors, dans un monde idéal, il y a assez de fonds pour tout le monde. Dans un monde idéal, on a des centaines de millions d'euros, ou de dollars ou de francs suisses, qui sont dédiés à soutenir plein d'équipes dans les deux problèmes. Je mets en avant mon problème de façon plus prioritaire parce qu'il m'apparaît comme plus fondamental. Parce que de mon point de vue, l'argument le plus fort que j'ai contre prioriser spécifiquement les algorithmes de recommandation est que je ne vois pas pourquoi on prioriserait spécifiquement les algorithmes de recommandation qui sont un bon exemple de problème de l'alignement et de la difficulté qu'on a à faire ce qu'on veut aux machines et pas juste ce qu'on leur dit, que c'est un excellent exemple, mais que c'est un exemple parmi bien d'autres. Qu'on pourrait faire un argument similaire pour la gestion des crédits bancaires. Qu'on pourrait faire, tu avais toi-même fait une vidéo sur beaucoup de systèmes qui te terrifiaient, et la moitié de ces systèmes, sinon plus, ne sont pas des algorithmes de recommandation selon ma conception. Tous les risques qui sont issus de la manipulation de gens médiés par des assistants personnels ou des compagnons artificiels. Donc, pour moi, tout se ramène aux problèmes fondamentaux de sécurité on n'arrive pas à faire aux IA ce qu'on veut, et on n'a pas besoin de spécifier le problème. La priorité pour moi, c'est la recherche fondamentale, même sur des cas simples, parce qu'on n'arrive même pas à faire les cas simples. Et donc tu penses que la solution au problème de l'alignement va être une solution relativement générale et qu'il n'y a pas besoin de spécifier les algorithmes de recommandation, c'est ça? Je pense. Okay. Ça va être très compliqué parce que le problème est très général, mais si réponse il y a, si système de sûreté il y a, ce ne sera pas une réponse spécialisée du tout sur les algorithmes de recommandation en particulier. Et du coup, pourquoi est-ce que ton risque est prioritaire? Je considère encore que les algorithmes de recommandation sont aujourd'hui, et je pense qu'ils le seront aussi demain, peut-être que c'est aussi un point sur lequel on a un désaccord, des systèmes extrêmement importants à aligner. Là où je pense où c'est préférable par contre de ne pas avoir le problème trop théorique et de prendre vraiment l'exemple concret des algorithmes de recommandation, c'est que en fait il y a beaucoup de problèmes qui ont été étudiés de façon très abstraite qui me semblent en fait quand on essaie de les instancier dans le cas concret des algorithmes de recommandation, on se rend compte que c'est en fait pas du tout prioritaire, que c'est parfois même à côté de la plaque.
Et donc le problème de travailler sur un problème concret, ça permet de vraiment se rendre compte de quelles sont certaines difficultés du problème de l'alignement qui ont été négligées par une approche trop abstraite à mon sens. Et en fait, très concrètement, par exemple, dans le projet Tournesol, on a découvert des problèmes de recherche en essayant d'être concret. Et moi, ça m'arrive très souvent. Je peux prendre un exemple, par exemple, c'est sur comment est-ce qu'on valorise ou on identifie l'expertise. Parce qu'on sent que tous les jugements, quand on dit l'alignement, déjà, l'alignement, c'est avec qui? Donc, nous, on a une approche un peu démocratique, on va dire, dans le sens où on veut faire participer tous les citoyens, mais pas complètement démocratique, dans le sens où on veut quand même valoriser l'expertise. Et j'imagine que la plupart des gens ici rejoindraient plus ou moins cet avis. Mais du coup, se pose ensuite la question très concrète, comment est-ce qu'on identifie l'expertise? Et je pense que c'est le genre de questions que les questions concrètes, avec un objectif de livrable vraiment à court terme, permettent de mieux prioriser. Et donc finalement, tu es d'accord avec Jérémy pour dire que la solution à l'alignement pourrait être relativement générale et tu as plutôt une approche de dire concentrons-nous sur les algorithmes de recommandation, c'est ça qui va nous permettre de trouver cette solution à l'alignement de façon beaucoup plus pertinente. Oui, alors je rejoins partiellement le fait que le problème de l'alignement est un problème général. Ouais. Mais pas complètement non plus, quoi. C'est dans le sens où, vraiment, si on veut aligner les algorithmes de recommandation, on va être amené naturellement à poser certaines questions beaucoup plus. Par exemple, quand on pense aux algorithmes de recommandation, on va tout de suite se poser la question de qu'est-ce qui est recommandable pour l'ensemble de la population, quoi. Donc il y a vraiment une question de qu'est-ce que les humains jugent recommandable aux autres, qui est vraiment pas tout à fait dans l'alignement dans toute sa généralité, j'imagine. Mais ça a l'air d'être des questions qui sont vraiment intéressantes et vraiment utiles d'un point de vue pragmatique pour le cas au moins particulier des algorithmes de recommandation, mais probablement un peu plus que ça. Ouais. Donc je me permets peut-être de faire une définition maintenant parce que ça va être utile pour la suite de la conversation. Il y a un mouvement qui s'appelle l'altruisme efficace qui en gros essaye d'utiliser au mieux les ressources qu'on a à disposition, donc principalement notre argent et notre temps, pour pouvoir les investir au mieux et faire en sorte qu'on arrive à résoudre les grands problèmes mondiaux avec le plus d'efficacité possible. Jérémy, tu fais partie des sphères d'altruisme efficace. Tu en as fait partie, en tout cas jusqu'à plus ou moins 2019, et maintenant tu t'es un peu distancié avec le mouvement. J'ai fait une interview de toi d'ailleurs dans laquelle tu explicites un petit peu les raisons pour lesquelles tu t'es distancié. J'explicite ça parce qu'il me semble que c'est un point relativement important dans le désaccord. Et notamment, donc, dans l'interview que j'ai fait de toi, justement, tu me disais, je cite, « J'ai beaucoup cherché en interne dans un premier temps, donc au sein de l'altruisme efficace, puis en externe, à dire qu'il fallait prêter beaucoup plus d'attention aux algorithmes de recommandation et beaucoup moins à cette vision long-termiste des IA. » Juste au niveau du terme long-termiste, est-ce que pour toi, les risques qu'a développé Jérémy, c'est des risques qui pourraient arriver relativement vite, ou bien est-ce que tu te dis non, finalement, c'est quand même justement une vision un peu long-termiste? Alors, quand je dis long-termiste, c'est vraiment cette idée d'un algorithme super intelligent qui commence à être autonome et avoir plein de décisions prises de lui-même et qui pose problème parce qu'il a accès à trop de ressources. Pour moi, cette vision, elle est long-termiste dans le sens où je pense pas que dans les 5 années à venir, ça soit vraiment ce qu'on appelle la threat model, la modèle de menace qu'il faut avoir en tête. Okay. Pour moi, le modèle en tête, c'est beaucoup plus des réseaux de cybercriminels qui veulent faire leurs actions et qui utilisent ces outils très puissants. Quand je dis réseau de criminels, ça inclut potentiellement des gouvernements chinois ou autres. Mais qui en plus ont accès à d'autres solutions pour faire ces attaques. Donc, par exemple, l'attaque au Liban, c'était une attaque qu'on appelle par supply chain. C'est-à-dire que ces organisations, moi j'ai une vidéo à paraître qui sera apparue au moment de la diffusion de cette vidéo sur les super-intelligences, mais c'est l'idée de voir les organisations en tant que telles comme des super-intelligences.
Et si on regarde l'organisation qu'est le gouvernement chinois, par exemple, on se rend compte qu'ils ont des capacités beaucoup plus que celles qu'on attribue à, en tout cas, un algorithme qui serait super intelligence, comme par exemple la capacité à implanter des backdoors parce qu'ils ont accès à, parce ils font partie de la chaîne de production des différents produits et ils peuvent introduire différentes backdoors à l'intérieur de ces produits. Et est-ce que tu saurais identifier quel point fait que tu n'es pas forcément d'accord avec le scénario de Jérémy, ou en tout cas tu ne penses pas que c'est le scénario par défaut? Alors, il y a peut-être un autre aspect, c'est que pour moi, les réseaux de cybercriminels, on n'a pas le contrôle sur eux. Enfin, c'est illusoire d'espérer aligner leurs IA. Enfin, elles sont alignées avec eux, s'ils y arrivent. Mais s'ils y arrivent, ouais. Mais bon, voilà, il y a peu d'espoir d'agir sur la fabrication de la sécurité de leurs produits, quoi, de leurs outils, quoi. Donc, c'est en cela que je pense qu'il faut avoir une autre approche que cette vision de on va vouloir aligner nous-mêmes tous les systèmes d'intelligence artificielle. Et il faut plus se préparer à avoir un système résilient contre des algorithmes qui sont extrêmement performants et qui sont possédés par des organisations criminelles. Juste un détail sur le long-termisme. Le long-termisme, il y a une légère confusion sur le terme qui est on ne s'attache pas nécessairement à des risques qui vont advenir dans le long terme, mais qui ont des impacts sur le long terme. C'est-à-dire toute catastrophe qui décime l'humanité, par exemple, c'est le cas, et quand on parle de décimer l'humanité, on ne prend pas forcément des trucs technologiques. Par exemple, un astéroïde qui nous vient dessus, ça a un impact à long terme sur l'humanité parce qu'il n'y a plus d'humanité. Mais pas nécessairement qui vont arriver à long terme. La question de à quel point ça va arriver vite est une question séparée. Bon, moi, j'ai quand même l'impression que les arguments, disons, en ta faveur, c'est principalement que c'est un risque qu'on peut vraiment qualifier d'existentiel, dans le sens où il compromet à quasiment tout jamais le futur de l'humanité, soit par extinction, soit par perte de contrôle totale, et aucun retour en arrière. Donc non seulement ça menace l'humanité actuelle, mais ça menace aussi toutes les générations futures qui pourront rien faire contre ça. Donc ça me semble vraiment une ampleur qui est beaucoup plus grande que le risque que toi tu mets en avant. Et à l'inverse, j'ai l'impression que l'argument principal, en tout cas pour moi, tel que je l'identifie de ton côté, c'est que c'est un risque qui est beaucoup plus concret, qui est déjà là actuellement, des algorithmes qui sont là, dont on peut observer les conséquences. Là où ton risque, c'est quelque chose de beaucoup plus théorique, c'est quelque chose de débattu. Il y a des scientifiques qui sont pas d'accord avec ça. Il n'y a pas du tout de consensus là-dessus. Là où sur les algorithmes de recommandation, on va pas dire qu'il y a consensus, mais il y a déjà, on s'approche déjà beaucoup plus de ça. Est-ce que vous êtes, Lé, peut-être, est-ce que tu veux réagir à ça? Oui, alors je suis assez d'accord pour dire que c'est beaucoup plus facile de convaincre un individu lambda dans la rue, peut-être pas un individu lambda dans cette salle, mais un individu lambda dans la rue, que les algorithmes de recommandation sont un problème extrêmement grave pour la survie des démocraties. Parfois, dans la notion de risque existentiel, il y a aussi cette notion, pas juste d'extinction de l'humanité, mais aussi l'incapacité de l'humanité à s'épanouir, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, dans un système où l'espace informationnel est complètement hacké, je pense qu'on peut parler de risque existentiel. Il y a un risque à ce qu'il y ait un contrôle autoritaire. Donc, mais une fois que ça aura lieu, est-ce qu'il n'y a pas quand même des humains qui pourraient remettre en place des algorithmes de recommandation? J'ai l'impression que ça verrouille pas le futur à tout jamais. L'autre aspect, c'est le côté guerre mondiale, où là, il y a potentiellement l'utilisation d'armes nucléaires ou autres qui peuvent aussi poser des problèmes, pour le coup, d'extinction de l'humanité. Mais tout ça pour dire que certes, je ne parle pas beaucoup de risque existentiel parce que notamment c'est pas forcément ce qui parle le plus aux personnes dans la rue, mais ne faut pas négliger ces risques lorsqu'on parle d'algorithme de recommandation également. C'est ça. J'ai tendance à avoir le même discours avec l'emphase inverse. C'est-à-dire que c'est justement parce que les risques les plus catastrophiques, voire existentiels, sont d'ampleur si grande qu'on va essayer de se concentrer sur tous les d'énumérer, alors c'est dur de les énumérer, mais de prévenir un maximum de scénarios possibles qui mènent à cette conséquence catastrophique. Et effectivement, c'est plus dur de convaincre
quelqu'un dans la rue que, ah bah oui, dans une ou deux générations, on va peut-être pas vivre tout court. Parce que les problèmes sont moins concrets, parce que ça implique des systèmes d'IA qui n'existent pas encore, des compétences qui n'existent pas encore, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas possibles. Un des points d'argument pour ces risques qui demandent des choses qui n'existent pas, c'est pas parce que c'est de la fiction que c'est impossible, et on n'a pas de raison théorique de penser que des machines ne pourront pas avoir des compétences très avancées, prendre le contrôle plus finement que les humains. Et c'est du coup parce que c'est possible que je vais mettre l'emphase dessus. Moi, j'ai quand même l'impression que, comment dire, à quelque part, dans les 5 ans, c'est possible qu'il y ait un risque existentiel, typiquement, comme tu le disais, des guerres mondiales ou quelque chose qui pourrait résulter à une boucherie pas possible due aux algorithmes de recommandation. Mais comme je le disais, on a quand même tous les géants de la tech qui développent justement des IA qui sont de capacité surhumaine dans tous les domaines. Aujourd'hui, on n'a pas le contrôle de ça. Il y a quand même des gens qui disent qu'il y a des risques d'extinction. En fait, personnellement, c'est vrai que j'attribue quand même une plus grande probabilité au fait que le scénario de Jérémy arrive avant le tien, quelque part. Et est-ce que vraiment tu as des éléments est-ce que par exemple tes timelines pour arriver à des IA qui sont vraiment surhumaines dans tous les domaines est plus grande, ou est-ce que tu penses qu'une fois qu'on aura ces IA, on arrivera quand même un peu à les contrôler? Qu'est-ce qui fait vraiment, tu penses qu'il peut y avoir ce désaccord entre vous deux? Alors, il y avait une partie de la question qui était à quel point est-ce que je pense qu'une super intelligence artificielle puisse émerger dans les 5 années à venir. Moi, j'ai peut-être une réponse un peu bizarre par rapport à ça, c'est que je pense qu'on est déjà dans un système où les IA dominent déjà, parce que dans le sens où, en tout cas dans l'espace informationnel, c'est vraiment les IA de recommandation qui ont le pouvoir. Donc il faut et qui d'une certaine manière sont aussi beaucoup plus puissantes. C'est-à-dire que Staline aurait adoré avoir la capacité de surveiller toute sa population. Aujourd'hui, il y a d'autres dictateurs qui sont non seulement ils ont la capacité de regarder ce que leur population pense, mais ils ont même la capacité de savoir ce que la population ennemie pense. Et en plus de la manipuler en temps réel. Donc en termes de pouvoir, de faculté, vraiment les IA d'aujourd'hui sont très largement surhumaines. Et elles sont très largement hors de contrôle également. Enfin, c'est en tout cas hors de contrôle démocratique. Donc c'est pour ça, moi, après je sais aussi que beaucoup de ma façon de parler est très liée à des stratégies de communication. Je dis ce que je pense, hein, mais en plus de ça, je choisis la manière dont je le dis pour que, on fait du plaidoyer aussi dans l'association Tournesol, on parle à des politiciens, on parle à d'autres chercheurs. Moi, une grosse partie de mon travail, c'est essayer d'amener les chercheurs à travailler sur les problèmes de sécurité. Et pour la plupart des chercheurs, si on leur dit que l'extrême droite est en train d'arriver au pouvoir, ça a beaucoup plus de chances de les mobiliser à travailler sur la sécurité des algorithmes de recommandation et donc sur le problème de l'alimentation générale que de parler de risques existentiels. Donc c'est aussi pour ça que je tiens ce discours. Et moi, je pense que c'est un discours qu'il faut beaucoup plus tenir, que l'altruisme efficace, en tant que mouvement, si elle va être beaucoup plus crédibilisé, avoir beaucoup plus d'influence auprès de gens qui ne sont pas dans l'altruisme efficace. Je pense que c'est un discours qui est beaucoup plus important à avoir, qui sera beaucoup plus impactant. Comment t'expliquerais le fait qu'on ait aussi peu mis en avant justement ces choses, les algorithmes de recommandation? Aujourd'hui encore, j'ai l'impression que c'est vraiment négligé au sein de l'altruisme efficace. Alors, c'est le cas. Ton emploi du terme négligé est quelque peu ironique parce que justement, c'est parce que si l'altruisme efficace considérait justement les algorithmes de recommandation comme négligés, on en parlerait plus. Okay. C'est négligé, mais c'est pas reconnu comme étant négligé. C'est ça. Alors, je vais faire l'historique très rapide. Les actions de la communauté très disparate de l'altruisme efficace étaient de dire, OK, nous avons des problèmes de risques potentiellement existentiels liés à l'intelligence artificielle. Les systèmes de sûreté, ils n'existent pas encore. Et il se trouve qu'on a des labos qui font des recherches dessus,
qui sont mal financés. On va donc en financer certains. Et il se trouve qu'il y a ce labo extrêmement bien, qui vient d'apparaître, qui est extrêmement bien financé par en plus des gens qui ont l'air super motivés. Ça s'appelle OpenAI. Ils ont dit qu'il y avait une équipe de sûreté dedans. Il y a effectivement une équipe de sûreté dedans. Ils ont publié des tas de papiers. Et il se trouve que les incentives, les incitatifs économiques d'OpenAI n'étaient pas alignés avec leurs incitatifs de sûreté. Donc, on peut avoir l'attitude qui aurait pu croire que machin. Et la communauté de l'altruisme efficace, pas dans son ensemble, mais dans les recommandations qui ont été faites, ont été de dire, OK, on va pousser là-dessus. Et donc, je vais quand même peut-être expliciter un petit peu pour les personnes qui connaissent pas forcément. Donc, OpenAI, c'est l'entreprise qui est derrière ChatGPT, qui est une des plus grandes entreprises en IA, enfin en tout cas actuellement, qui est probablement la plus avancée. Et au départ, c'était une association qui se présentait vraiment comme on va sauver l'humanité. Et maintenant, c'est davantage devenu une entreprise qui en a un peu rien à foutre de la sécurité et qui met le monde en danger. Et juste pour préciser encore, au sein de l'altruisme efficace dont je parlais avant, il y a des pages entières, par exemple sur le site 80 000 heures, qui vont dire chez qui on peut postuler pour avoir un impact important sur le monde. Aujourd'hui encore, il y a des postes d'OpenAI, donc l'altruisme efficace encourage les gens à aller travailler chez OpenAI. Depuis 2019, en tout cas, même peut-être avant, tu disais que c'était catastrophique au niveau de OpenAI, au niveau d'Anthropic aussi, qui est une autre grosse entreprise du sujet, et qu'il faudrait surtout pas faire ça. Et c'est pas à OpenAI ou à Anthropic qu'on fait de la vraie sécurité. Au contraire, c'est ces boîtes-là qui mettent en danger le monde. Oui, si je peux me permettre deux choses par rapport à ça. La première, c'est que dans le mouvement l'altruisme efficace, lorsque les gens parlent de sécurité de l'IA, les références vont souvent, tous les pointeurs vont quasiment souvent, très souvent, systématiquement sur ce genre d'entreprise, ajoute DeepMind ou le Chai, et sur une poignée d'entreprises, d'organisations. Et à mon sens, ça met de côté une énorme partie de la recherche en alignement ou en sécurité de l'IA, qui n'est pas mentionné par tout ça, notamment beaucoup de travaux qu'on a fait nous. Et donc ça, c'est pour moi, c'est un des gros problèmes que j'ai avec le mouvement altruisme efficace en intelligence artificielle. Et puis l'autre aspect que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'autour de ces entreprises, il y a aussi beaucoup de ce que j'appelle le cool washing. Un côté que l'IA c'est cool, ça appelle des imaginaires, c'est lié à la science-fiction, aux jeux vidéo, ainsi de suite. Et il y a de la fascination autour de tout ça, autour de la notion de sentience, de super-intelligence, ainsi de suite, qui attire des profils qui sont parfois plus fascinés par ça que par les enjeux de sécurité. Et pour moi, c'est un gros danger parce que du coup, il y a une tension et c'est souvent que le mec qui fait de la sécurité, c'est le mec qui fait chier, quoi. C'est celui qui empêche de faire. Et il y a un danger énorme, à mon sens, à avoir cette attitude de cool washing au sein du mouvement. J'ai personnellement mentoré des gens pour qu'ils puissent bosser dans la sûreté de l'IA. Certaines personnes qui avaient des contacts ou qui espéraient entrer dans des labos type DeepMind, OpenAI. Et un des trucs qui revenait souvent, c'est vous ne faites pas de la sûreté parce que c'est cool et que ça a l'air intéressant. C'est est-ce que les techniques que vous êtes en train de développer aident à résoudre le problème? Un des problèmes aussi dans la communication de l'altruisme efficace, c'est que en termes de financement, il y a beaucoup de financement qui est passé de la communauté altruisme efficace vers des chercheurs indépendants en sûreté de l'IA. Je peux citer des agendas techniques de chercheurs indépendants ou de petits labos ou d'efforts de lobbying pour que les gouvernements en aient quelque chose à faire de la sûreté de l'IA. Enfin, ce n'est pas les financements, mais ce sont plus les gens qui ont poussé vers OpenAI qui avaient des thunes plutôt que les financements. Et le fait de pousser les gens vers ces organisations bien financées et de participer à cette communication sans mettre l'emphase sur on le fait pour la sûreté
on le fait pour faire avancer le problème et pas juste parce que OpenAI ou Anthropic est une entreprise qui a la sûreté à cœur, était une erreur tragique de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on va sur les forums qui s'intéressent, où il y a des tas de posts sur est-ce que ça a encore un intérêt d'aller bosser chez OpenAI, est-ce qu'on a encore intérêt à faire de la recherche en sûreté dans ces grosses boîtes, il y a encore des désaccords sur oui, c'est important qu'on ait des gens qui font de la sûreté parce qu'ils ont un effet de levier important. Et plus les années passent, plus cet argument perd de sa crédibilité. Parce qu'il y a 5 ans ou 10 ans, quand les grands labos marchaient, ça paraissait plausible. Risqué, mais plausible. Aujourd'hui, sur 80 000 heures par exemple, 80 000 heures s'est fendu d'un article sur « Faut-il aller bosser dans les grands labos ?» et se dédouane un peu sur les gens qui veulent bosser dans la sûreté pour dire faites-vous votre propre avis parce que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait être le cas il y a 8 ans. Ah ouais, je partage ce constat et je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas plus publiquement un mea culpa par exemple. Enfin, il y a vraiment des milliards qui ont été investis dans OpenAI et le bilan global de ce financement est à mon sens catastrophique, vraiment catastrophique. On a parlé des désaccords concernant les problèmes. Il faut dire qu'il y a aussi des désaccords un petit peu sur les solutions finalement à l'alignement. Typiquement, dans l'interview que j'avais faite toi, tu me disais les désaccords ne concernent pas uniquement les problèmes auxquels il faut prêter attention, mais aussi les solutions proposées. Par exemple, l'altruisme efficace fait la promotion d'idées complètement à côté de la plaque comme AI in the box. Est-ce que tu pourrais peut-être développer, pas ça en particulier, mais de façon générale, pourquoi est-ce que les solutions proposées par des gens comme Jérémy ou pourquoi est-ce que ça te semble complètement à côté de la plaque? Non, mais je reviens un peu sur le modèle de menace que j'ai sur les systèmes, notamment génératifs. Pour moi, le danger de ces systèmes, c'est pas que nous, on les programme et on a oublié de mettre une virgule et que du coup, sans la virgule, ça fait pas ce qu'on voulait que ça fasse. Pour moi, le danger, c'est que ces systèmes, ils sont déjà développés par des instituts extrêmement dangereux. OpenAI, on les a cités, mais il y a d'autres instituts comme le Technology Institute Innovation à Abu Dhabi, je crois, ou aux Émirats Arabes Unis en tout cas, qui est très proche de Dark Matter, de Project Raven, Beacon Red, vous cherchez tous ces noms émiratis, généralement c'est fait pour faire peur, hein. Il y a un livre autour de tout ça. Donc je pense qu'il faut déjà se mettre dans l'état d'esprit que en tout cas les systèmes génératifs, ils vont être beaucoup plus utilisés par des malfaiteurs et il faut préparer une défense contre tout ça, quoi. Et puis, pour moi, j'ai encore une attention particulière aux algorithmes de recommandation parce que je pense que sur les algorithmes de recommandation, il faut avoir une approche démocratique de la conception de ces outils, en moins en partie, et en particulier qu'il y ait une conception un peu centralisée des algorithmes de recommandation, avec tout ce que ça implique en termes de problèmes de sécurité du vote, par exemple. Je trouve que toute la théorie des systèmes de vote, par exemple, c'est quelque chose qui est un peu négligé par le mouvement, et en particulier sur les questions de sécurité du vote. Et également, il y a des enjeux qui vont au-delà des mathématiques, des enjeux de psychologie. Je vais parler d'essayer de détecter l'expertise, mais également la différence entre la volition, les préférences, ce genre de choses. Il y a plein de questions qui se posent de façon très concrète, qui, à mon sens, sont les questions qui sont prioritaires de recherche aujourd'hui. Est-ce que pour toi, les opinions de lait sont aussi à côté de la plaque ou... Pas à côté de la plaque. Les techniques. Alors, le problème de l'alignement reste toujours négligé. C'est mon mot de la fin sur l'altruisme efficace, typiquement, c'est que le mouvement a encore raison sur le fait que c'est un problème négligé et qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui bossent dessus. Les opportunités d'action bougent, mais le problème reste entier et encore plus grand qu'avant. Sur les idées de recherche qui me semblent prometteuses, alors il y en a beaucoup et idéalement il y a plein de gens qui bossent sur plein d'agendas techniques différents, mais ceux que je préfère personnellement, c'est ceux qui vont s'orienter sur essayer de prouver quoi que ce soit sur des systèmes puissants.
il y a un ensemble de techniques qui sont la Provably Safe AI, intelligence artificielle sûre de façon prouvable. C'est, suivant les chercheurs, des techniques plus ou moins mathématiquement béton. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est une approche moins mathématique, mais d'essayer de faire des systèmes plus spécialisés que ce qu'on a maintenant. Aujourd'hui, la meilleure façon qu'on a empiriquement de résoudre des problèmes compliqués, c'est de faire des systèmes aussi généraux que possible, qui vont capter autant de données que possible, parce que quelque part au milieu, des connaissances et des compétences vont être croisées pour pouvoir accomplir plus de tâches. Et ça amène des problèmes de la machine sait faire plus de tâches et on peut lui demander plus de choses, notamment dangereuses, que ce qu'on voulait lui faire faire au départ. Pour moi, les techniques d'alignement les plus prometteuses ne viennent pas d'essayer d'aligner, de rendre sur des systèmes extrêmement généraux, et en particulier pas les systèmes à la ChatGPT qui essaient de faire tout et n'importe quoi à partir d'une masse de données, mais d'essayer de faire des systèmes très compétents, très spécialisés, potentiellement surhumains, mais partir du principe que, par exemple, on n'a pas eu besoin d'aligner AlphaGo, parce que c'était une machine surhumaine, mais spécialisée sur le jeu de Go. Donc la grosse distinction que je vois quand même ici, c'est que tu pars du principe que ces algorithmes vont principalement être développés par des gens malveillants, là où toi tu pars du principe que c'est des gens bienveillants mais qui savent pas comment faire pour les aligner, quoi. De mon point de vue, à partir du moment où une machine a une compétence supérieure à l'humain, que la personne qui soit derrière soit bienveillante ou malveillante a relativement moins d'importance. Bon, si la personne est malveillante, c'est quand même compliqué de lui demander d'aligner son IA. C'est compliqué de lui demander et elle va probablement en avoir rien à faire, mais même la personne malveillante veut que la machine soit alignée avec ses intérêts propres. Et donc tu serais OK avec une machine qui arrive à aligner, avec le gouvernement chinois ou je sais pas trop quoi, qui arrive à aligner l'IA avec sa volonté propre? Non. Je suis inquiet sur le fait que même si le gouvernement chinois essaie de faire une machine très compétente alignée avec sa volonté propre, elle n'y arrivera pas et causera un désastre. Parce qu'elle ne causera pas un désastre si elle y arrive. Si, mais le premier scénario arrivera avant le deuxième. Intéressant ça. Donc pour moi, c'est un peu déjà peine perdue quoi, dans les deux cas, dans le sens où, au mieux, le deuxième scénario arrive, quoi. C'est pas franchement mieux. C'est comme si tu me disais, est-ce que tu préfères qu'on se fasse dégommer par une future pandémie ou par un astéroïde qui arrivera plus loin? Je pense que la pandémie arrivera plus tôt, mais j'ai pas forcément envie d'avoir l'astéroïde derrière. En tout cas, c'est ça qui fait que pour moi, les deux scénarios sont horribles. Ouais. Et c'est pour ça, c'est ça qui fait que c'est pas la priorité de recherche, de savoir comment. Il y a quand même quelque chose d'intéressant que tu disais, c'est que. Donc tu disais que c'est plus intéressant d'essayer d'aligner des systèmes spécialisés. Pour moi, ça me paraît plus simple. Mais du coup, c'est plus une priorité de recherche. C'est plus une priorité de recherche d'aligner des systèmes spécialisés parce que je pense que ça va marcher mieux que pour des systèmes plus généraux. Parce que c'est vraiment ce que je défends. Et pour moi, le système le plus intéressant à chercher à aligner, ce sont les algorithmes de recommandation. Et ça, par contre, je suis pas d'accord. Du coup, ça c'est quel système spécialisé? N'importe lequel. C'est-à-dire pas c'est-à-dire mon objection est que je voudrais des systèmes spécialisés, mais je ne vois pas pourquoi tu privilégies en particulier les systèmes de recommandation parce que alors, par exemple, pour moi, l'endroit où ça foire, c'est on se concentre sur les algorithmes de recommandation et on essaie, par exemple, de déterminer des propriétés intéressantes à avoir qui vont faire que les algorithmes de recommandation futurs vont être un peu meilleurs. Et que tu vas faire du safety washing, de dire regardez, notre système de recommandation a toutes ces propriétés intéressantes, alors qu'on n'a pas résolu les problèmes fondamentaux. Je ne partage pas cette préoccupation. Pourquoi? Je pense que vraiment, la sécurité d'un algorithme de recommandation, c'est super difficile. Ça, je pense que Nous sommes d'accord. Et donc, arriver au jour où on dit c'est bon, c'est sécurisé,
c'est comme dire le jour où c'est bon, on a la bonne démocratie, le bon système de démocratie. Je pense que c'est quelque chose. Ça m'étonnerait vraiment qu'on arrive à s'en vanter un jour. Ouais. Donc ça me paraît très peu probable qu'on arrive à un moment où on se dit c'est bon, on a résolu la sécurité des systèmes de recommandation. On n'est même pas d'accord pour dire qu'on a résolu la sécurité d'un système d'exploitation. Nous, oui. nous peut-être. Mais est-ce qu'il y a un des risques que je vois si on se concentre sur un système spécialisé en particulier, c'est de dire on a résolu le problème pour ça suffisamment, alors qu'il y a plein d'autres systèmes spécialisés qui font n'importe quoi, et les techniques qui font qu'un système de recommandation est suffisamment bon ne s'appliquent pas au reste. Oui, encore une fois, c'est un risque que je ne partage pas, parce que c'est un risque de communication, d'accord sur ça, et c'est un risque de communication qui me semble probable, parce que si jamais il y a... Enfin, j'ai du mal à imaginer que les gens... On arrive à résoudre déjà le problème de la sécurité des algorithmes de recommandation, et ensuite on se dit c'est bon, on a résolu les problèmes de cybersécurité. Okay. Donc si je tente de reformuler, pour toi le problème de la sûreté des systèmes de recommandation touche à des trucs suffisamment fondamentaux pour que si on arrive à la résoudre, on peut appliquer la même chose. Non, justement, au reste. c'est pas le cas. Enfin, disons que ça aidera beaucoup au reste. Ouais. Ça fournira de nouvelles idées, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Enfin, ça résoudra le problème de la sécurité des algorithmes de recommandation. Et pour moi, c'est pas suffisant. Mais je pense que les gens en seront conscients. Elles sont En seront conscients. Enfin, ça me paraît évident que si on arrive à résoudre le problème des algorithmes de recommandation, on sera conscient qu'on a résolu que le problème des algorithmes de recommandation. Et c'est ça que je critique justement. C'est-à-dire qu'on ait résolu que le problème des algorithmes de recommandation. C'est ça. Bon, déjà, ça serait une bonne chose. Alors, dans l'absolu, si on résolvait le problème de la sécurité des algorithmes de recommandation, dans l'absolu, c'est une bonne chose. Ouais. Dans l'absolu. Et ensuite, il y aura toutes sortes d'autres problèmes à résoudre. C'est ça. Mais je pense qu'on est déjà très conscient qu'il y a d'autres problèmes que les algorithmes de recommandation. Enfin, du coup, la grosse distinction, c'est toi que tu dis ensuite, tandis que toi, tu dis en même temps. Ouais. Enfin, en même temps. Tout résoudre en même temps, pourquoi se focaliser d'abord sur les algos de recommandation et après sur le reste? Alors pourquoi prioriser les algos de recommandation plus qu'ils ne le sont aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est parce que déjà, ils ne sont pas du tout priorisés aujourd'hui. Oui, il y a vraiment quasiment rien. Vraiment, on a pas mal de demandes de financement. Et la deuxième raison, c'est que le jour où les algos de recommandation, il y a trop d'attention à ça, là, je défendrai autre chose. Oui. Ça me paraît assez évident, surtout s'il y a un autre risque à côté. Puis, peut-être un troisième point, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est le système à prioriser, parce que c'est le système d'intelligence artificielle le plus lucratif, le plus influent, le plus dangereux. Bon, en fait, votre débat, c'est surtout sur quel système il faut aligner en premier. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une telle urgence que la question, c'est même plus de savoir quel système il faut aligner en premier, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue de la gouvernance. Genre, est-ce qu'il faut faire une pause des recherches particulièrement avancées ou des trucs comme ça qui me paraissent encore largement plus prioritaires que est-ce qu'il faut aligner les algos de recommandation ou d'autres trucs spécialisés? Là, je veux dire, ça dépend encore une fois de la modèle de threat model, de la modèle menace qu'on a en tête. Pour moi, en termes d'IA, c'est vraiment encore les algos de recommandation les plus urgents. Donc, il y a plein de progrès à faire, mais ça passe par de l'attention, ça passe par de la régulation, ça passe par... il y a aussi des techniques qui existent aujourd'hui qui sont déjà prêtes à déployer quasiment, qui pourraient vraiment sécuriser beaucoup plus que ce n'est aujourd'hui. Je trouve que la sécurité, c'est quand même 100%, c'est juste d'atténuer les risques. Donc ça d'un côté. Donc il y a forcément une tension entre ce discours et le discours on va ralentir les intelligences artificielles génératives, qui sont considérées par beaucoup comme étant les plus puissants. Parce que forcément, il y a une guerre de l'attention entre les deux. Ouais. Donc il y a une tension forcément par rapport à ça. Et je le point d'un côté. Et après, il y a un autre aspect. C'est pour moi, si la modèle de menace, c'est le cybercrime, la réutilisation de ces outils par le cybercrime. Pour moi, le gros danger, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, les standards de sécurité, on l'a vu en IA, ça vole pas haut, mais en dehors de l'IA aussi, ça vole pas haut. Faut vraiment faire, faut se dire, là, c'est plus parler de système super intelligent. C'est pour ça presque, c'est un problème de parler de système super intelligent quand le système d'exploitation ou des trucs ont des failles beaucoup plus fondamentales qui sont accessibles et hackables par au moins
des super puissances. Donc pour moi, il y a une attention aussi à donner beaucoup plus à la cybersécurité. Du coup, si je te dis, on est en 2030 et il y a eu un risque existentiel, pour toi, c'est plus probable que ce risque vienne des algorithmes de recommandation plutôt que de super IA ou de trucs comme ça. Peut-être un truc aussi, on en a parlé avant avec Jérémy, c'est la cybersécurité, c'est en termes de risque existentiel. Alors pour moi, l'IA, ça reste de recommandation, ça reste une partie très importante. Mais aujourd'hui, un risque... les deux sont liés, mais voilà, un autre risque très important, c'est le risque de cyberattaque. On l'a vu au Liban, les supply chains aujourd'hui, c'est des trucs dévastateurs. Enfin, vraiment, aujourd'hui, le téléphone que j'ai dans ma poche, il a été fabriqué par plein de fournisseurs différents. Et chaque fournisseur a pu mettre des petites choses. Bon, le téléphone, c'est une chose. Moi, ce qui me terrifie encore plus, c'est qu'on ait des voitures complètement électroniques partout dans les rues et on sait qu'elles ont elles ont régulièrement plein de vulnérabilités critiques qui sont révélées. Et pareil, en termes de supply chain, de fournisseurs des outils, c'est très peu contrôlé, il y a très peu d'audits. Donc il faut, à mon sens, beaucoup plus élever les standards. Il y a un enjeu énorme à élever les standards de cybersécurité dans la production de tous les outils numériques. Et pour moi, ça passe beaucoup plus par la loi, mais également les standards dans les entreprises et la sensibilisation. Mais voilà, c'est une autre menace. Et pour moi, avant 2030, ça me paraît ça me paraît beaucoup plus probable qu'une attaque nucléaire, par exemple. Mais potentiellement, c'est extrêmement dévastateur aussi, potentiellement. C'est catastrophique si c'est utilisé. Pour moi, il serait justifié d'arrêter les recherches dans des systèmes d'IA de pointe, c'est-à-dire d'étudier les systèmes qu'on a maintenant, les versions courantes de GPT, les versions courantes de tout ce que les labos d'IA de pointe sortent, d'arrêter d'essayer d'aller plus loin et d'étudier leur sécurité. Je ne vais pas non plus demander de revenir en arrière, même si ce serait préférable, notamment parce que certains de ces modèles très puissants sont déjà publics et qu'on ne va pas remettre le génie dans la lampe. Mais d'arrêter d'aller plus loin et de pousser plus loin pour gagner du temps, pour étudier plus ces systèmes, pour ne serait-ce que prouver de façon plus nette qu'il y a des failles de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on a à peine le temps de découvrir les nouvelles failles de sécurité des nouveaux modèles que la génération suivante est déjà sortie et finalement, pour gagner du temps, il faudrait s'arrêter là où on en est. Et puis pour le risque de cybercriminalité aussi qui tient vraiment à cœur, j'ai l'impression que aujourd'hui les systèmes comme GPT-4, des systèmes génératifs de texte sont déjà extrêmement forts en écriture de code, peuvent hacker des sites quasiment de façon autonome, et la probabilité qu'un GPT-5 ou GPT-6 soit un hacker vraiment extrêmement surhumain et puisse absolument exploser toutes les régulations ou quoi qu'on peut mettre en place est quand même là. Et j'ai l'impression que si on est vraiment inquiet par la cybercriminalité, le truc le plus efficace qu'on peut faire, c'est arrêter les développements sur les grands modèles de langage, typiquement. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace que de mettre en place des régulations ou voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire en parallèle. Moi, je suis pour arrêter les systèmes de langage. D'ailleurs, peut-être j'ai une question presque te poser, mais t'as vraiment un espoir de sécuriser les modèles de langage? Non. Essayer de sécuriser les grands modèles très généraux, c'est pas peine perdue, mais on aurait mieux fait de considérer d'autres systèmes qui sont plus faciles à sécuriser. C'est comme essayer de résoudre tous les bugs dans Windows. À un moment, Microsoft a laissé le truc pourrir pendant des années. C'est un gruyère. Si vous voulez quelque chose de plus sécurisé, vous repartez de zéro sur des principes plus stables. Et ça amène aussi à un truc et je trouve que c'est pas assez défendu dans le monde très efficace, c'est le fait qu'il y a plein de lois déjà existantes qui sont violées par ces systèmes. Il faut demander l'application de la loi, quoi. La violation des droits d'auteur, c'est le truc de base. Est-ce que c'est suffisant pour interdire ça? Moi, normalement, c'est illégal. Pareil, la protection des données personnelles. Il y a des arguments qui peuvent être utilisés des lois déjà existantes. Il faut s'appuyer dessus pour ralentir le développement de ces systèmes. Et tous ces efforts qui sont faits, qui sont promus par l'altruisme efficace, mais là, comme on touche à la gouvernance et à la loi,
Là, d'un coup, ce mouvement qui fait finalement quelques dizaines de milliers de personnes, et même les efforts de lobbying qui sont faits et qu'on essaie de faire levier, le mouvement essaie de faire levier là-dessus. Là, en face, là, c'est plus les joyeuses campagnes pour faire des moustiquaires. On a en face des intérêts contraires. Donc, il y a aussi une stratégie de pointer, enfin, Paul Zéher a fait ça, mais de pointer du doigt les conflits d'intérêts. C'est une stratégie qui est mise en œuvre. C'est pas suffisant, ça n'a pas l'air de marcher aussi bien qu'on le voulait, mais enfin qu'on le veut, parce que les débats sont en cours. Mais il y a beaucoup plus à faire sur le sujet. Un grand merci à Jérémy et Lé d'avoir fait ce débat qui a été fort intéressant. Et puis, un grand bravo pour tout ça, c'est trop cool.